Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekna consacré à notre bilan de l'E3 2017. Ça y est, l'E3 c'est officiellement terminé, ça sera de retour l'année prochaine, toujours à Los Angeles, mais en attendant, on va faire un petit bilan de l'E3 2017 avec mes chers collègues d'IGN. J'ai Erwan à ma gauche, bonjour. Salut. Erwan, rédacteur en chef d'IGN France, et Vincent, journaliste pour IGN. Ça va Vincent? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Moi, tu vois, on me le demande pas assez, merci. Alors, cette E3, c'était quand même beaucoup d'heures travaillées en pleine nuit, c'était beaucoup trop fatigant, est-ce qu'on est d'accord? C'était horrible. Voilà, on est d'ailleurs encore fatigué. Il y en a qui reviennent de vacances, il y en a qui partent en vacances. Moi, je ne suis pas en vacances d'ailleurs, je tiens à le dire. Mais on va quand même faire un petit bilan de cette E3 pour vous livrer un peu notre top 3 des jeux qu'on a le temps le plus, maintenant qu'on les a vus un petit peu plus en détail. Donc Vincent, je vais me tourner vers toi avec ton premier choix qui est un peu acrobatique. Très belle transition. Donc, oui, tout à fait, très acrobatique. C'est le Spider-Man d'Insomniac Games, donc qui a été présenté pendant la conférence de Sony, la conférence PlayStation. La dernière fois, c'était l'année dernière. On avait vu une petite vidéo, une petite cinématique qui avait pas mal galvanisé les foules, dont moi. Et j'avoue que j'ai pas été. Je suis une foule à toi tout seul. Je suis une foule à moi tout seul. Et justement, j'ai vraiment apprécié la démo qu'ils ont montrée, aussi classique et bourrée de QTE soit-elle, mais pourquoi je suis rassuré malgré cette vidéo de gameplay qui a forcément ses hauts et ses bas, parce que tout d'abord, donc concernant les QTE, en interview, donc il a été précisé, Insomniac a précisé qu'il n'en aurait pas vraiment autant qu'on le voit dans la vidéo de gameplay. Ce sera vraiment sporadique, il y aura vraiment des passages spécialement faits pour ça, mais ce sera probablement dans les missions scénarisées. Sûrement, mais comme il y aura un monde ouvert, il y aura forcément tout un aspect exploration et découverte. C'est propre au jeu de Spider-Man, ce sera toujours à Manhattan. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on nous a expliqué que autant on s'intéressera autant à Spider-Man qu'à Peter Parker. Les deux personnages, les deux facettes du super-héros seront explorées dans le scénario. J'ai bien aimé aussi qu'il y aura apparemment Miles Morales, donc le Ultimate Spider-Man, qui pourrait faire une apparition. Il y a plein de petites choses qui font que je suis plutôt hypé par ce jeu. Le système de combat, forcément, c'est du Batman Arkham, dernier Assassin's Creed, donc voilà, avec beaucoup de coups à parer, avec du combo à foison. J'espère qu'il va sortir du lot avec tous les pouvoirs qu'on pourra débloquer avec le costume de Spidey. Derrière, ça a été confirmé, il y aura les costumes alternatifs, à voir si ce sera juste cosmétique ou s'il y aura une utilité. Mais voilà, je suis plutôt hypé par ce jeu. Et quand est-ce que ça sort du coup sur donc c'est début 2018 il me semble, donc sur PS4. C'est une exclusivité PS4. Hein. Oui. On ne sait pas si ce sera temporaire ou pas, mais là pour l'instant c'est exclu PS4. Erwan, je me tourne ensuite vers toi pour ton tout premier jeu. Bon, c'est pas une surprise, j'ai envie de te dire, parce que c'est quand même un des jeux qui a le plus fait parler pendant cette E3. En plus, si vous avez suivi Twitter en même temps que nous, c'était partout. Il y a eu des gifs et il y en a eu partout dans la timeline. C'est Dragon Ball Fighters. Fighters avec un Z, donc le nouveau jeu de baston de Bandai, avec un style à la Guilty Gear, super bien animé, nerveux, un style vraiment de jeu de niveau compétitif, on va dire. Même si au niveau du gameplay, il y en a qui disent beaucoup que c'est un Guilty Gear. Quoi. Donc, c'est assez drôle parce qu'on l'a vu pendant la conférence Xbox, ce qui est surprenant en soi parce que c'est quand même un jeu japonais. Mais le plus drôle, c'est que derrière, il y a Sony qui nous en a remis une couche sur Marvel vs. Capcom. Capcom, c'est ça, versus Capcom Infinite, qui lui quand même. Là, il a fait pas le figure. Après, c'est ça le problème. La suite, il a fait vraiment pas le figure, même s'il est probablement, je sais pas, mais au niveau du gameplay, là, vraiment à ce niveau-là, on ne parle pas de gameplay, c'est juste de la hype pure sur le look du jeu, sur le feeling de ce qu'ils ont fait passer de Dragon Ball Z précisément. Donc avec des persos qui bougent extrêmement bien, qui balancent des attaques hyper puissantes et magnifiques, et c'est tout un ressenti en fait. Et moi personnellement, ce qui est intéressant, c'est que je m'en fous s'il est au niveau du gameplay compétitif ou pas, ou même s'il est mal foutu.
Je m'en fous, je veux juste balancer les trucs, balancer les attaques, utiliser mes persos favoris. Je suis pas compétitif e-sport à mort, donc pour moi, ça me dérange absolument pas qu'il soit moins bien, mieux qu'un Street ou un Tekken. Faut dire parce que ton argument fonctionnait aussi pour Dragon Ball Kinect, et je suis désolé, mais balancer des caméras dans son salon, c'était aussi prometteur, mais c'était nul. C'est vrai aussi sur Wii avec les Wiimotes, c'est vrai. Là, j'espère quand même il y aura Là, il est quand même un peu plus technique, c'est vrai. On peut, au moins, si on veut progresser et si on veut jouer sérieusement, on pourra aussi, bien sûr. Et voilà, moi, je pense que tout le monde a été hypé. Après, il faut voir le résultat, mais... Et d'ailleurs, le résultat, on pourra le voir quand exactement? C'est début 2018, normalement. Sur PS4, Xbox One et donc PC, j'imagine. Ouais. Et bah du coup moi pour mon jeu à moi, enfin mon premier jeu qui m'a le plus hypé en quelque sorte pendant cette E3, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a Destiny 2 parce que je suis un grand fan de la licence. Alors là, il va y avoir dans les commentaires, mais vous êtes des vendus, Activision vous a donné de chèque. Alors s'il y a eu un chèque, je l'ai pas eu, mais en tout cas moi j'attends cette suite parce que elle doit signer normalement un renouveau pour la franchise de Bungie. Il doit y avoir pas mal de nouveautés de gameplay, ça doit beaucoup se recentrer sur le scénario qui en plus là met en scène une quasi-destruction de l'espèce humaine. Donc je pense que ça peut être pas mal. Après j'ai un tout petit peu peur parce que du coup il y a eu des annonces entre-temps, entre la fin de l'E3 et aujourd'hui par rapport aux ténèbres qu'ils avaient mis en place. C'était une espèce de force obscure qui reliait tous les ennemis entre eux dans le premier épisode, et là on en fera. Enfin, ils vont pas du tout en parler dans le deuxième. Donc j'attends de voir un peu ce que va donner ce scénario, mais c'est vrai qu'en tout cas ce qu'ils ont montré est quand même vachement intéressant pour l'instant. C'est vrai qu'on dirait qu'ils rebootent un petit peu leur premier truc. C'est le 1.5, ça a été dit, mais ça semble, on dirait un mini reboot. Comme si le premier c'était une preview, une version d'essai, et puis un peu comme Assassin's Creed en fait. Ils reprennent ce qui marche et puis ils font une autre version quoi, mais... En tout cas, ça a l'air d'être toujours aussi fun à jouer. Les différentes previews sont hyper prometteuses. Enfin, on retrouve vraiment toutes les qualités du jeu en termes de gameplay. Et puis le jeu sortira sur PC pour la première fois, en tout cas pour la licence Destiny. Et il y aura il y aura les améliorations visuelles, il y aura le 60 FPS qui ne sera pas possible sur console. Et ça, je pense que c'est aussi une des grandes qualités de ce deuxième épisode. Donc voilà, il sort le 8 septembre, si je ne m'abuse, et le 24 octobre sur PC. Vincent, ton deuxième jeu, celui qui t'a le plus donné envie, mais un peu moins que Spider-Man, c'était lequel? C'était Assassin's Creed Origins. D'ailleurs, on en parlait à l'instant. On en parlait, je pense que je l'avais aussi mis dans mon top des attentes de l'E3 2017, donc j'ai pas été déçu de ce côté-là. C'est vrai qu'on sent que le temps que s'est alloué Ubisoft pour le développement de ce jeu, donc de ce nouveau jeu, alors leur a permis de proposer quelque chose de nouveau. Donc je pense par exemple aux éléments RPG qui s'annoncent vraiment complets avec pas mal d'armes à personnaliser, tout ce qui est tenue, des points de compétences avec un vrai arbre de compétences. On a eu un petit aperçu pendant un live juste après la conférence d'Ubisoft, on pouvait voir qu'il y avait beaucoup plus d'embranchements que ce qu'on avait pu voir dans Syndicate avec les frères et sœurs, les deux héros. Et il y a ça que j'ai trouvé intéressant. Il y a aussi tout l'aspect forcément technique. On nous promet une optimisation pour la PS4 Pro et surtout la Xbox One X, on a pu voir des images avec les profondeurs de champ qui étaient assez bluffantes, donc pour rappel ça se passera en Égypte, ce sera approximativement 49 avant Jésus-Christ, il me semble, ou 89 avant Jésus-Christ, et donc c'est un peu aux prémices de la chute des pharaons, et voilà, on aura tout ça, et ce sera articulé autour des origines de la confrérie des assassins. Même ça, voilà, ça va permettre un peu de rafraîchir, on va dire, entre guillemets, la mémoire des personnes, parce que j'ai l'impression que la confrérie est un peu passée au second plan dans les précédents épisodes. Ça faisait longtemps qu'effectivement on parlait plus de la méta-histoire qu'il y avait autour de la saga. Un retour vraiment en avant des précurseurs, ça aussi, on espère avoir peut-être une petite évolution dans le scénario. On nous parle aussi pas mal de l'IA, c'est-à-dire qu'on nous dit que maintenant les ennemis qu'il faudra assassiner seront
sera un peu plus intelligent que le téléphone d'Erwan. Un peu plus intelligent que dans les précédents épisodes, avec notamment ils auront un quotidien respecté, à une certaine heure ils feront tel truc, donc il faudra vraiment analyser un renouvellement des gardes en fonction de l'heure, de la journée, etc. Ça aussi, ça permettra peut-être d'avoir un aspect un peu plus posé. Vraiment, parce que j'avais l'impression aussi qu'on pouvait foncer dans le tas dans les précédents pour mener à bien ces missions. Et là, voilà, peut-être un renouveau que j'espère. Peut-être que je me trompe, mais j'ai des bonnes attentes vis-à-vis de cet épisode. Erwan, on va partir sur de la survie pour ton deuxième choix. C'était mon attente. Une de mes attentes, c'était State of Decay 2. Tu n'as pas été déçu? Non, même si on n'a pas vu grand-chose. Et puis bon, c'est vrai, c'est peut-être pas le jeu le plus technique du salon, mais quoique ça va, je trouve qu'il se défendait bien. C'est juste au niveau des animations, il reste un petit peu rigide. Ouais. Mais sinon, State of Decay 2, c'est de la survie en solo. Sauf un joueur solo, mais qui gère une troupe de survivants dans une grande carte où ils vont devoir récolter des ressources qui sont finies. Et après, survivre combien de temps, je ne sais pas. Dans quel scénario, je ne sais pas. Mais ça va être une obligation de bien utiliser les personnages, de bien utiliser les ressources, de bien utiliser les constructions possibles dans la base et puis l'exploration. Beaucoup d'exploration pour aller retrouver dans les terrains les plus dangereux tout ce qu'il faut pour vivre, quoi, dans un milieu plein de zombies. Donc on a appris quelques petits trucs, notamment la gestion du bruit en exploration. Là, par exemple, si on arrive dans une zone et qu'on a des lieux à explorer et qu'on va aller vite, on va faire plus de bruit, donc on risque d'attirer des zombies. Voilà, si on va plus lentement, on va peut-être récolter moins de trucs, mais ce sera plus safe. Donc il y a vraiment toute une gestion du risque. Et puis cette gestion du bruit surtout, fonctionne aussi dans la base générale. En fait. C'est ça on pourra jouer. C'est ça la vraie nouveauté du jeu, non? Oui, on pourra jouer à 4 joueurs en ligne en coop, une sorte de coop habituelle maintenant, c'est-à-dire que tous les joueurs qui sont prêts peuvent intégrer la partie de celui qui le demande. Au moment où il le demande, il suffit d'utiliser un gadget et puis les mecs ils débarquent et voilà, vous finissez les trucs, ils repartent quand vous avez terminé. Mais de manière générale, on gère son groupe d'une personne, quoi. Voilà. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà, cette gestion survie, c'est ce que j'attendais, donc je reste hypé. Et quand est-ce que ça sort du coup ? Début 2018, si je ne me trompe pas. Alors j'ai oublié de te demander, Assassin's Creed, ça sort quand ? C'est en octobre, comme chaque année. Le 27 octobre. Alors heureusement que je suis. Alors du coup, en parlant de rien, parce qu'en fait je vais passer à un jeu qui n'a complètement rien à voir avec ce dont on vient de parler. Moi, le deuxième jeu que j'attends, c'est NFL 2018. Alors quand vous avez vu mon choix, vous étiez en mode mais qu'est-ce que c'est que ce choix ? Mais ce mec il veut faire différent. Non mais pourquoi pas, mais c'est juste qu'on s'y attendait pas, quoi. Alors j'avoue qu'effectivement moi et le sport ça fait 46, mais quand il s'agit de jeux vidéo ça va encore. Et sur NFL, moi perso j'aime beaucoup le football américain, je connais les règles, je regarde des matchs, et celui-ci en fait il a sa principale nouveauté, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est qu'il a un mode solo un peu à la star de FIFA 17 et FIFA 18 du coup, qui s'appellera c'est pas vraiment un mode carrière, c'est un vrai mode solo avec une histoire, avec des choix à faire, etc. À contrario du mode carrière d'un FIFA, on va dire, enfin d'un FIFA avant FIFA 2017, où là on se contentait de créer son joueur et ensuite de faire des compétitions sans histoire entre les deux. Là il y a une vraie histoire, ça s'appelle Long Shot d'ailleurs, qui nous met dans la peau d'un jeune afro-américain qui a déserté les terrains d'entraînement et qui se retrouve en fait à être dragué par une ligue qui aimerait un peu devenir la nouvelle NFL en fait. Du coup, on va être un peu cette star qui va devoir reconquérir en même temps le cœur des adeptes de ce sport. Donc voilà, en fait, ça utilise Frostbite évidemment, comme le mode solo de FIFA 17 et 18. Donc forcément, on garde le même principe. Il y a le système de choix. L'histoire a l'air d'être assez semblable à celle de FIFA 17, où c'est un jeune un peu rebelle dans l'âme, etc. Donc bon, je serais sans doute pas surpris, mais franchement,
ça peut faire que du bien à NFL 2018 qui n'attendait un peu que ça pour se renouveler. Voilà pour mon choix. Et ça sort quand ? Ça sort le 25 août sur Xbox One et PS4. Ça ne sort pas sur PC. Ensuite, on passe du coup à de l'indépendant, un peu polémique sur les bords d'ailleurs. C'est The Last Night, c'est ça ? Tout à fait, ça avait été aussi présenté pendant la conférence Xbox. D'ailleurs, il sortira en avant-première sur Xbox et PC. Et donc pour resituer, donc c'est voilà, comme tu disais, un jeu indé dans un univers pixelisé cyberpunk, mais qui a la particularité de pas être comme tous les jeux pixelisés, d'avoir que ça. Ça va mêler quand même des environnements et des animations en 3D. Donc et vraiment, donc là il y avait juste un trailer de présentation, mais vraiment la claque, je trouve, l'univers à la Blade Runner, forcément c'est la première chose, la première référence qui saute aux yeux. Donc en tout cas Hot Tales, il s'en cache pas, hein, forcément ça reste une grande source d'inspiration, tout ça avec cet environnement fait de néon. Et surtout le fait que pour une fois ce ne soit pas une espèce de système un jeu à la comment ça s'appelle, Meatball, Super Meat Boy, oui. Voilà, c'est mieux, et pas Super Meat Ball, Super Meat Boy, ou des jeux pixelisés qui ne m'intéressent pas forcément. Des jeux d'aventure, là c'est un peu aventure. Là apparemment c'est un cinématique platformer, à voir comment c'est. Peut-être une sorte de flashback un petit peu. Oui, et puis l'aspect narration sera beaucoup plus mis en avant, je pense, que dans d'autres jeux qui mettent plus l'accent sur l'aspect rétro du gameplay. C'est vrai qu'il a quand même mis un peu tout le monde d'accord. Hein, la direction artistique. La direction artistique fait tout pour l'instant, à voir si le gameplay suivra. Je trouve qu'il y a un gros potentiel en termes de narration, mais des décors. Voilà, on va dire la narration environnementale peut pousser le titre vers le haut, donc à suivre. Et du coup, c'est un jeu indépendant, mais on peut se dire, ça sort l'année prochaine. Oui, moi on va pas se mentir. Je ne tablerai pas forcément sur une date précise. Pour l'instant. Vincent, Erwan, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Erwan, ton dernier jeu, toi, qui t'a le plus tapé dans l'œil, c'était lequel ? J'ai pas mal hésité, surtout entre Metro Exodus et Wolfenstein 2. Metro, il a mais quand même, du coup, claque, il est pas mal. Il est pas mal. Mais du coup, ça sera Wolfenstein 2 parce que j'ai bien aimé le premier et là, ça a l'air vraiment d'être plus de tout, quoi, plus de Wolfenstein, quoi. Il a l'air vraiment magnifique, comme le premier, mais magnifique à jour. Plus sordide, plus la narration du premier était vraiment bien avec des super personnages, des super mises en scène, et là ils remettent ça en avant, donc ça a vraiment l'air d'être vraiment balèze. Et puis bien sanglant comme il faut au niveau du gameplay, donc je pense qu'ils ont vraiment tout mis à jour, j'espère en tout cas. Ils auront corrigé les défauts du premier, notamment le problème des boss qui n'était pas fantastique à buter, un peu chiant même. Donc si ils ont fait les petites corrections qu'il faut et qu'ils ont remis tout ça au goût du jour avec l'humour et la pêche de Wolfenstein qu'il y avait dans The New Order, ouais. The New Order, c'était une suite, qui était une suite à Wolfenstein. Moi je prends totalement. Ça sort en octobre, je crois. Oui, c'est ça. Et c'est ça le plus surprenant, c'est qu'il a été annoncé et puis paf, il sort. Bon, oui, mais c'est Bethesda. C'est Bethesda, c'est l'air complètement barré en tout cas. Beaucoup plus que le premier. Ouais. Et d'ailleurs, la séquence d'intro de Wolfenstein, il faudra fuir un camp nazi sur une chaise roulante. Donc ça s'annonce assez. Le premier était bien barré aussi, mais il l'avait pas forcément bien mis en avant pendant leur promo en fait. On l'a découvert surtout en jouant. Et puis moi du coup je vais terminer avec un jeu qui était probablement déjà présent dans mon top de l'année dernière et même dans mes attentes, c'est Days Gone évidemment. Alors on n'a pas vu grand chose à la conférence de Sony, on y reviendra un petit peu plus tard, mais en fait ça m'a quand même encore plus donné envie. Il y a encore une fois, c'est ce côté monde ouvert. Sam Witwer, que j'aime beaucoup, qui est l'acteur qui prête son visage au héros. L'histoire qui a l'air vraiment cool, assez déprimante sur les bords. Et puis le monde ouvert, c'est vraiment, je pense que dans un monde de zombies, ok, c'est pas très original, mais là...
je pense que ça peut donner quelque chose de cool parce qu'il y a un peu cette ambiance de Last of Us, je trouve, dans la scénarisation des différents trailers qu'on a vus jusqu'à présent. Après, toujours pas de date de sortie. Il serait peut-être temps que Sony se bouge un peu parce que là, voilà, moi, je l'ai dit et je le redis, c'est le jeu qui me fera acheter une PS4. Donc, Sony, si tu veux que je te rejoigne, sors ton jeu. C'est pas un cadeau. C'est vrai que les hordes de zombies ont l'air vraiment sympathiques. Et puis surtout, on peut s'en servir. Oui, c'était rigolo. C'est ça, on peut s'en servir pour détruire des ennemis. Enfin, c'est vraiment cool. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses prometteuses dans ce titre-là. Après avoir fait un peu notre top 3, je voudrais qu'on revienne un peu sur probablement la grosse, enfin même l'unique énorme annonce à part Beyond Good and Evil 2 de cette 3, c'est clairement la Xbox One X. Donc la console sortira le 7 novembre à 499 €. Bon, globalement, est-ce que ça vous a donné envie, de ce que vous avez vu, que ce soit en termes de jeu ou en termes de promesses, de l'acheter en fin d'année ? Personnellement, j'ai trouvé que les présentations de jeux donc sur Xbox One X étaient très prometteuses et voilà, illustraient bien la puissance qui était mise à disposition des développeurs pour leurs jeux à venir. On l'a vu avec Assassin's Creed, comme je disais, la profondeur, on sent qu'on ne pourrait pas forcément avoir ça sur une Xbox One S. Surtout, on a vraiment senti qu'on passait à la 4K. Là. Oui. Vraiment, là, c'est bon, c'est l'année, il faut passer à la 4K, là, c'est juste l'écran. En tout cas, il faut passer à la Xbox One X. Parce que c'est la seule console qui native promettra de la 4K dans les jeux vidéo native avec du 60 FPS dans le cas de Forza par exemple. Donc oui, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené. 499 €, est-ce que c'est trop cher ? Je trouve pas. Au contraire, j'ai trouvé que c'était... Pour la puissance fournie, ça va. Si on n'a pas de PC, bien sûr, si on a déjà un PC voilà, avec une 1070, une 1080, un truc un peu solide, il n'y a pas vraiment d'intérêt. De toute façon, les exclus, elles seront elles sont sur aussi Windows sur Windows 10. Ouais. Donc, mais si on n'a pas de PC, moi je trouve que c'est plutôt correct. Tu as apprécié cette Xbox One X ? Bah du coup, effectivement, tu le disais, si on a une 1080, une GTX 1080, et c'est peut-être ce que je vais me prendre à la fin de l'année, donc là, évidemment, l'achat se fait pas forcément sentir sur la Xbox One X. Mais c'est déjà plus cher que la Xbox One X. Voilà, cela étant, j'avais pour projet de m'acheter un écran 4K, donc ça serait effectivement pour partir aussi sur une Xbox One X. Pour moi, vraiment, c'est la console qui vraiment va faire passer à la 4K. Après, voilà, ce sont des promesses. Il faudra voir ce que ça donne véritablement sur les jeux tiers. Parce qu'autant sur les Forza, sur les Halo, etc., je peux comprendre mais que ce soit impressionnant. Mais qu'est-ce que ça donnera du coup pour les joueurs Xbox One normaux ? Vraiment, c'est la grande incertitude qu'on a encore aujourd'hui. Juste avant de refermer cette séquence de l'E3, ça y est, on va pouvoir bientôt aller dormir, ce sera le week-end. J'aimerais qu'on parle un peu de votre déception, la plus grosse déception de cette E3 de 2017. Vincent, qu'est-ce que tu as le moins apprécié ? En fait, j'ai deux petites déceptions. D'accord. Déjà, il respecte non, mais c'est deux petites. La première, j'étais un peu triste que Naughty Dog ne montre rien de The Last of Us. Alors, ils ont dit que c'était parce qu'ils voulaient... Parce qu'ils voulaient pas voler la vedette à Uncharted The Lost Legacy. Mais bon... Et ils gardent des cartouches pour... Oui, les autres trucs qui arrivent. Mais bon, ça mangeait pas de pain de montrer même une petite séquence de 2 minutes, tu vois, qui mettent un peu en bouche. Là, vraiment, je trouvais que c'était l'un des gros absents de cette E3. Et mon autre déception, qui est plus entre guillemets un coup de gueule, c'est la hype autour de BGE 2, donc Beyond Good and Evil 2. Donc, alors oui, le trailer, il est magnifique. Oui, on en entend enfin parler. Oui, Michel Ancel est de retour. Mais il ne faut pas oublier que c'est c'est une cinématique. Oh, laisse-nous nous hyper. Il va y avoir. Alors c'est ça le truc, c'est qu'au moment où tu en parles, il va y avoir le trailer de gameplay qui va tourner parce que normalement il doit tomber au moment où tu en parles. J'espère. Et du coup, tu seras ridiculisé. Non, mais pas du tout parce que. Mais ce que je veux dire, c'est que. On peut pas juste. C'est un jeu qui est en développement depuis je sais pas combien de temps. Il a été annoncé pour la première fois en quoi 2002, 2005. Donc ça date. Je sais pas s'il était. Il était pas. Il a jamais été véritablement annoncé. C'était un autre jeu. Le coup de l'Arlésienne qui est remis. Oui. Mais là, on va devoir encore attendre. Là, oui, ça faisait très fan service. Alors c'est tant mieux si Michel Ancel, va montrer enfin la démo qu'il a présentée à la presse à l'E3 en Behind Closed Door. Mais voilà, je trouve que au moment T,
toute cette agitation autour du jeu était un peu trop poussif pour moi. Et voilà, comme je disais par exemple. Surtout pour un jeu qui s'est mal vendu à la base en fait. C'est vrai qu'effectivement. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout joué au premier, qui sont là, oh il a l'air génial. Après le truc c'est que toutes les promesses autour de ce jeu sont tellement énormes qu'effectivement on a vraiment du mal à y croire. C'est ce que d'ailleurs vous pouvez voir la preview sur IGN France. Le rédacteur d'IGN US qui était là-bas avait vraiment du mal à croire ce que lui disait Michel Ancel. Donc on a envie d'y croire. On a envie de voir que c'est le nouveau No Man's Sky en mieux quand même. Mais c'est vrai que ce sont que des mots et il y aura qu'une démo l'année prochaine. C'est comme The Last Night tout à l'heure. Tu vois, je disais que je me basais que sur le trailer, que ça m'a bien, j'ai bien aimé, mais je préfère attendre de voir vraiment le gameplay manette en main avant de dire oui, ce sera mon jeu de l'année. Et toi, Erwan, quelle est ta déception de cette E3 ? La conférence Sony était un peu chiante. C'est copieur. Non mais c'est vrai que je vais te rejoindre comme ça. C'est pas vraiment ma déception, c'est juste que voilà, c'était un sentiment désagréable qu'on gêne en fait, que c'est hop, partez maintenant, allez prenez ça, allez-vous-en, vous nous gênez. Non mais sinon ma déception c'était Borderlands 3 qui était pas là. Voilà. Okay. C'était mon attente dans l'émission précédente et maintenant non, il est pas voilà, là. Donc... mais alors pas du tout genre. C'est petit moment gênant. Voilà. Alors il y a un moment donné on y a cru quand même. On a dit c'est peut-être ça, mais non, c'était Crackdown 3. Imaginez sa déception. Moi du coup effectivement ma déception c'est la conf de Sony. C'est vrai que ça aurait été un Nintendo Direct, c'est la même chose parce que c'était une suite des cinématiques, c'était hyper indigeste. Globalement je pense qu'on en a pensé la même chose en fait. Il y avait un gros problème de ce côté-là et surtout il y avait le gros manque de nouveautés. Le seul truc vraiment nouveau ça a été. Et ça c'est un peu toutes les conférences. Ouais et c'est vraiment. Ça a été le remake annoncé de Shadow of the Colossus. Voilà, ça a été la seule vraie surprise. C'est un peu décevant et sur le fond comme sur la forme. Donc j'espère que l'année prochaine, Sony reviendra soit carrément à un truc en streaming et puis comme ça on n'en parle plus, ça leur évitera de dépenser de l'argent pour rien dans un grand théâtre, ou alors une vraie conférence classique. Voilà. Bon, est-ce que vous avez autre chose à dire? Un dernier mot sur le 3? Non. Non, là, l'année prochaine. Ça y est, j'ai vraiment fait le tour. Fin du game là. Ok. Alors, nous on se retrouve. Cette émission est beaucoup trop longue. Tout à fait, je sais pas depuis combien de temps on est là, mais en tout cas, nous, c'est fini pour le 3 2017. Évidemment, on sera là l'année prochaine. Je sais pas, on verra. C'est avec Beyond Good and Evil 2 qui ratatinera les espoirs de Vincent. Et nous, on se retrouve, je pense, pour d'autres émissions sur le jeu vidéo et bien d'autres. Salut à tous. Ciao. Salut.